Quel est ton parcours universitaire? Alors, j'ai principalement étudié la physique. En fait, j'ai fait une thèse en physique théorique, donc j'ai surtout travaillé sur l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et le sujet de ma thèse, c'était l'unification de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et ensuite, j'ai arrêté la recherche académique. Je suis parti dans l'industrie. Là, je fais plutôt de la recherche appliquée. J'ai commencé par faire des maths appliquées. J'ai fait pas mal d'apprentissage, d'intelligence artificielle. Et depuis, je fais plutôt, depuis quelques années, de la science des matériaux, et plutôt de la thermique, de l'optique, des choses comme ça. Tu n'as pas fait d'études en communication? Non, j'ai pas fait d'études en communication. Ma seule expérience en communication, c'est quand je dois expliquer mon travail. Pourquoi avoir créé ta chaîne YouTube? Alors en fait, tout a commencé avec le blog. Ça fait maintenant 5 ans que je tiens un blog de vulgarisation scientifique. Et puis j'ai longtemps pensé que la vidéo n'était pas un bon format pour faire de la vulgarisation scientifique. Et puis d'autres l'ont fait très bien et m'ont fait comprendre que en fait, si, c'était un très très bon format. En fait, je me dis que l'avantage du texte écrit, c'est que le lecteur va à son rythme. C'est-à-dire, il comprend pas un truc, il peut aller un peu plus doucement, il peut revenir en arrière. La vidéo, ça déroule et du coup, le type qui est perdu, il est perdu. Donc je me disais, ça, pour des trucs un peu compliqués de science, ça va pas du tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les gens qui faisaient des choses de manière vraiment très simple, c'est-à-dire genre du face caméra et puis je raconte un truc, en fait c'était quelque chose de très puissant parce qu'il se crée une connexion avec le spectateur qui est un truc que j'avais pas imaginé avant de le voir et de le vivre en tant que spectateur et qui en fait je pense sur le plan pédagogique est vachement puissant. L'une des particularités de la vidéo sur YouTube notamment, c'est vraiment cette capacité à presque rentrer chez les gens et pour aller leur expliquer un truc et je trouve que du coup c'est pour le spectateur un peu plus passif que le fait d'aller prendre un bouquin ou d'aller acheter une revue. Mais du coup, c'est quelque chose que les gens font beaucoup plus facilement. Et donc du coup, c'est le format vidéo sur YouTube, à mon avis, quelque chose qui a beaucoup plus de capacité à toucher des gens qui n'iraient pas forcément vers la science spontanément. On a vraiment une grande maîtrise de la manière dont le spectateur reçoit le message. C'est vrai que quand on écrit, par exemple, moi je l'ai fait sur un blog, on n'est jamais sûr de la manière dont les gens vont lire. Et je veux dire, même moi, en tant que lecteur, j'arrive, je lis en diagonale et tout. Et ça, c'est super frustrant pour le vulgarisateur, parce que je passe des heures à concevoir mon message, à me dire, il faut que je dise absolument ça avant ça, et ensuite que je dise ça, et là, il va se passer ça dans sa tête. Et puis derrière, quelqu'un arrive et va lire mon truc en diagonale, et va rien comprendre, et se dire, oh, j'ai rien compris. L'avantage avec la vidéo, c'est qu'on maîtrise à la seconde près ce qu'on raconte, ce qui va se passer dans la tête du spectateur. Et donc si on fait bien son truc et qu'on prend du temps pour essayer de comprendre exactement comment les messages vont passer, il y a vraiment, je pense, sur le plan pédagogique, c'est quelque chose d'assez puissant. Alors selon toi, est-ce qu'on peut tout vulgariser sur YouTube? Je ne pense pas qu'on puisse tout vulgariser. En tout cas, moi, il y a des choses que je choisis de ne pas faire sur YouTube. C'est principalement lié en fait au public que je vise. Moi, j'ai décidé de partir du principe que mon public avait une base de sciences de lycée maximum. Et c'est vrai que des fois j'ai envie de parler de choses qui sont plus compliquées que ça, donc en général ce que je fais c'est que je me replie sur le blog qui justement du fait qu'il est écrit donne un peu plus de liberté pour le lecteur de prendre son temps si je veux mettre des équations ou des choses comme ça. Donc j'ai l'impression que la majorité des youtubeurs aujourd'hui restent à un niveau qui reste quand même limité, ils ne vont pas chercher dans des choses très 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 compliquées. À mon avis c'est bien parce que je pense que le format vidéo se prête plutôt à des choses relativement simples et que ceux qui veulent en apprendre vraiment beaucoup plus ou de manière vraiment pointue sur un sujet, ils vont plutôt aller se tourner vers un format écrit ou alors à la limite vers des cours en ligne comme on peut voir maintenant parce qu'il y a beaucoup d'universités qui mettent leurs cours en ligne filmés. Alors as-tu noté une évolution de la fréquentation sur ton blog depuis que tu as ouvert ta chaîne YouTube? Non, pas tellement d'évolution de la fréquentation parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens qui lisaient le blog continuent à lire le blog. Je poste les vidéos sur le blog en fait, donc continuent à lire le blog et vont voir les vidéos dans le blog. Et puis sinon, les gens qui regardent les vidéos en général ne reviennent pas sur le blog. Alors ce que j'ai commencé à faire ces derniers temps, je l'ai fait une fois ou deux, c'est de faire un billet qui va avec la vidéo et qui me permet justement de raconter des trucs un petit peu plus compliqués. Alors, par exemple, j'ai fait une vidéo sur la mécanique quantique où j'ai essayé d'expliquer à peu près toute la mécanique quantique en 20 minutes, donc forcément c'était un peu difficile. Et j'ai fait un billet sur le blog pour expliquer des trucs un petit peu plus profonds que ce que j'avais raconté dans la vidéo. C'est vrai que là j'ai vu un certain nombre une petite augmentation du trafic parce que voilà, il y a des gens qui venaient lire le billet depuis la vidéo. J'ai l'impression que ça reste quand même deux mondes relativement indépendants. Est-ce que tu penses que l'émergence des chaînes YouTube de science se fait au détriment d'autres formats, comme par exemple les blogs, les livres?
Je pense pas que ça soit au détriment d'autres formats parce qu'à mon avis, ça attire un public différent. Clairement, j'ai vu que, par exemple, moi, dans mon cas, les gens qui étaient sur le blog restent quand même plutôt fidèles à un format blog. Ils aiment bien les vidéos, mais ils sont aussi contents quand je fais du blog. À mon avis, ça attire vraiment un nouveau public. Alors peut-être ça attire un public qui avant était plus, par exemple, le genre de public qui allait lire Sciences et Vie Junior ou des choses comme ça. Et en fait, je suis même pas sûr. À mon avis, ça a la faculté justement de toucher des gens qui n'étaient pas touchés avant. Et c'est probablement ce qui rend le truc aussi intéressant d'ailleurs pour les vulgarisateurs. D'accord, donc c'est deux mondes différents, il n'y a pas de... Bon, je pense que c'est relativement différent. Alors après, certainement, ça va certainement jouer parce que il y a aussi, j'ai l'impression, au niveau de la télé, il n'y a pas tellement de vulgarisation scientifique. Donc je pense que ça répond aussi à un besoin. C'est-à-dire peut-être ça récupère des gens qui avant regardaient C'est pas sorcier pour citer que la plus évidente. Donc il y a peut-être aussi un transfert de la télé vers YouTube. Comment choisis-tu le contenu de tes vidéos ? Le contenu, en fait, j'ai une liste de sujets que je me suis dit qui passeraient bien en vidéo. Donc j'ai une liste en fait qui est déjà assez longue. Et en fonction de voilà, mon humeur, ce qui m'inspire, je vais prendre un de ces sujets-là et je vais le traiter. Il y a beaucoup de sujets que je traite en vidéo qui sont des choses que j'ai déjà traitées par écrit sur le blog. Donc j'ai déjà aussi un peu de base sur comment je vais expliquer les choses et tout ça. Concernant la prise d'informations, est-ce que tu vas sur le terrain, à la rencontre des chercheurs? Comment est-ce que tu trouves les infos? Non, en fait, je ne vais pas vraiment à la rencontre des chercheurs. En fait, je n'ai pas le temps parce que voilà, comme ce n'est pas mon métier et que je fais ça sur mes heures perdues, je n'ai pas forcément le temps. Je m'appuie plutôt sur les publications scientifiques. J'essaie d'aller le plus souvent possible lire les publis scientifiques originales. Et puis sinon, je m'appuie sur tout ce qu'on peut trouver, généralement sur Internet, mais des fois aussi dans des bouquins quand j'ai besoin. Comment t'assures-tu du fondement scientifique du contenu de tes vidéos? Alors, il y a un certain nombre de sujets que je considère que je maîtrise bien parce que ça a été mes sujets de recherche ou des sujets que j'ai beaucoup étudiés. C'est le cas notamment de tout ce qui est la physique et un peu plus les maths. Pour des sujets qui sont un peu plus éloignés de mes bases, genre la bio, j'essaye vraiment de beaucoup lire et comme je disais, notamment d'essayer d'aller lire vraiment les publications scientifiques originales parce que sinon on peut vite parfois tomber dans des pièges ou des raccourcis qui font que on croit dire quelque chose de correct mais en fait on se trompe. Donc voilà, j'essaye chaque fois que je peux de retourner vraiment au public scientifique original. Ça te prend beaucoup de temps de faire tes vidéos ? En général, pour une vidéo? Alors, une vidéo, c'est une dizaine d'heures de travail. Il y a, je sais pas, alors suivant les sujets, il y a 3-4 heures vraiment d'écriture de la vidéo. Le tournage, c'est en général assez rapide. C'est difficile et c'est stressant, mais c'est assez rapide. C'est quelque chose comme 1 à 2 heures. Et puis ensuite, il y a bien 3-4 heures de montage derrière. Alors, tu fais partie de Vidéosciences, qui est un collectif de vidéastes scientifiques. Alors, a priori, on pourrait penser qu'il y a une certaine concurrence entre vous. Donc, tu ne trouves pas ça contre-intuitif de se rassembler au sein d'une communauté? Alors, je dirais pas du tout qu'il y a de la concurrence. Il y a une raison simple déjà, c'est que c'est pas parce que quelqu'un regarde une vidéo à moi qu'il va ensuite ne pas aller regarder une vidéo de quelqu'un d'autre. Donc, je veux dire, on n'est pas en concurrence dans le sens où les gens ont parfaitement la liberté de suivre plein de vidéastes. En plus, on est beaucoup sur des sujets différents. Il y a des gens qui vont plutôt faire de l'astrophysique, d'autres qui vont faire de la biologie, etc. Et puis, on est tous des débutants. On débarque, la plupart ne sont pas du tout des professionnels de l'audiovisuel ou des choses comme ça. Et donc, c'est quand même super important de pouvoir se soutenir, se poser des questions, s'aider. Et puis se faire de la pub parce que ça passe quand même vachement par là. Les chaînes YouTube, elles ont quand on regarde l'évolution du nombre d'abonnés, c'est souvent des choses qui sont assez spectaculaires. On se dit mais comment les gens peuvent gagner autant d'abonnés en si peu de temps? Et en fait ça marche parce que justement il y a une communauté, qu'on se soutient les uns les autres, on se fait de la pub. Et donc non, je ne crois pas du tout qu'il y ait de concurrence, à mon avis, au contraire. Mais... Est-ce que tu penses que les youtubeurs doivent être des chercheurs ou des gens qui sont dans les sciences? Alors pas forcément. Il y a un concept que j'aime bien. Je ne sais pas s'il y a une traduction française de ce truc-là, mais c'est les anglo-saxons qui disent ça. Il y a the curse of knowledge, c'est la malédiction du savoir. Et c'est un truc qui dit qu'une fois qu'on sait quelque chose, c'est hyper dur de se mettre à la place de celui qui ne le sait pas. Et du coup, alors il y a des chercheurs qui font ça bien. Hein. J'espère que moi, sur les domaines qui sont les miens, je le fais bien. Et même les domaines que je connais très bien, j'arrive à les rendre accessibles. Mais je pense que du coup, le non-chercheur a aussi cet avantage d'être plus proche du spectateur et de se souvenir combien c'était dur de comprendre quand on n'avait pas encore compris.
Et je pense que ça, c'est un truc qui est vachement important. Et c'est ce qui fait que moi aussi, je me suis toujours forcé à pas que vulgariser vraiment mon domaine de spécialité, mais voilà, j'essaye aussi de vulgariser la biologie, même si j'ai pas étudié la biologie, ou même certains aspects des maths que j'ai pas du tout étudié, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un chercheur spécialiste du domaine pour bien vulgariser. Après, ça demande du boulot, c'est-à-dire que quand je fais une vidéo où je raconte des trucs sur les cellules souches, je passe un bon moment à lire des publis pour pas dire trop de conneries, et des fois j'en dis d'ailleurs. Donc voilà, enfin, ça demande un effort, mais je pense que du coup, il y a l'avantage de se souvenir de voilà, comment c'était quand on ne savait pas. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut devenir youtubeur scientifique? Alors la première chose, c'est que faut pas y aller en se disant qu'on va devenir riche, célèbre et qu'on va en vivre, parce que ça c'est super dur. Donc je sais que c'est un truc qui attire pas mal de monde, mais il faut vraiment être assez réaliste et honnête là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, faut se lancer, parce que de toute façon, si on se lance pas, il se passera jamais rien. Je pense qu'il faut être pas trop prise de tête au début sur la qualité, c'est-à-dire qu'à mon avis, il faut avoir bien rodé son discours, faut expliquer bien ces choses. Après, il ne faut pas se prendre la tête sur la qualité de la vidéo, la qualité du montage. À mon avis, c'est secondaire. L'important, c'est vraiment... Les gens, ils s'intéressent à ce qu'on raconte, hein. Ils ne s'intéressent pas à savoir si le raccord est bon au 7e plan ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est les premiers conseils que je donnerais. Après, il faut persévérer. Et à mon avis, le secret pour persévérer, c'est de se fixer un rythme. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait avec le blog. Quand j'ai commencé le blog, je me suis dit, je vais écrire un article par semaine. Et j'ai écrit un article par semaine, à peu près de manière ininterrompue pendant 5 ans. Et j'ai fait pareil avec la vidéo, alors un rythme un peu moins soutenu, hein. Je me dis que j'essaie de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et la régularité, à mon avis, c'est un truc hyper important, parce que c'est ça qui permet de se donner une motivation, de s'accrocher. Surtout qu'au début, il ne faut pas se leurrer. Alors moi, j'ai eu la chance, je partais avec une petite base de spectateurs, parce que j'avais déjà les gens qui me connaissaient sur le blog. Mais au début, c'est dur, hein. La première vidéo, elle est vue 3 fois par la famille, puis la deuxième, elle est vue 7 fois, et puis voilà. Donc il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut se fixer un rythme. Et puis voilà, à mon avis, c'est les principaux conseils que je donnerais.